j'ai vu le film Thor, Love and Thunder. Premièrement, je voulais remercier Disney de m'avoir invité à l'avant-première qui était avant l'avant-première puisque j'ai pu le voir le 7 au soir, là où je crois que la plupart des avant-premières en France sont le 8 au soir. Donc je remercie grandement Disney pour cela. Et donc j'ai vu le film, et avant de le voir, il y avait déjà des personnes qui avaient vu le film et qui avaient donc donné leur avis, que ce soit des médias ou même des créateurs de contenu, je pense notamment à Comics Guardian, lien en description, puisqu'il a lui-même sorti sa critique. Et on en a aussi un petit peu parlé sur la chaîne de sa critique, notamment pour vous la promouvoir, parce que c'est nécessaire, parce qu'il est trop fort. Mais ce n'est pas le sujet. Alors, j'ai lu quand même pas mal de choses très négatives autour de ce film, comme quoi c'était un Ragnarok mais encore pire, qu'il était dénué de sens. Je n'irai pas jusque-là. Clairement pas. Il est possible que vous pensiez ça. Je tiens à vous rappeler qu'une critique, en tout cas sur ma chaîne, les critiques sont totalement subjectives, puisque c'est une critique sur ma chaîne, donc c'est mon avis. Donc, cela ne concerne que ce que j'ai vécu durant ce film. Donc peut-être que vous allez me dire que mon avis est biaisé par rapport à ce que j'ai pu entendre là ou là ou là, c'est faux. C'est faux parce que je n'ai entendu quasiment que du mal du film. En tout cas, dans mon entourage proche, je parle sur Twitter. J'ai adoré le film. Je trouve qu'il est très bon. Alors oui, il y a des défauts, mais je trouve que le film est très bon dans sa construction, dans son scénario, dans sa musique, on en parlera. Évidemment, il y a des points négatifs, mais dans sa globalité, le film est très bon. Et pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Parce que ce n'est pas parce que un tel ne l'a pas aimé, ou un tel l'a aimé, ou que je l'ai aimé pour le coup, que ça doit changer ton avis sur le film. Fais-toi ton propre avis sur le film, du coup, que tu vas regarder. Ce n'est pas parce que moi je te dis qu'il est bien qu'il faudra que tu te dises en tête, ok, Landry a aimé ou telle personne a aimé, du coup, je pars dans l'idée que je vais aimer, mais c'est possible que du coup, tu passes un mauvais moment en te disant, bah peut-être que je l'ai surestimé tout cela. Donc, pars avec zéro a priori. Juste dans ta tête, tu dis, je vais voir un film Marvel, je l'attends ou pas, ça c'est ton choix, mais ne te focalise pas par rapport à ce que tu entends là ou là. Juste, va voir le film et fais-toi ton propre avis dessus. Déjà, après tout cela, je te dis bonjour ou bonsoir à toi. Sachez qu'actuellement, chez moi, il est 1h20 du matin. Et on est le 8 juillet 2022. L'actualité n'attend pas, je vous l'ai déjà dit. Donc la critique est présente, elle est là, sur le champ, d'accord? Oui, j'ai adoré le film Thor, Love and Thunder. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure image pour illustrer mes propos, pour dire du bien du film, parce que ça c'est une image que j'aurais voulu utiliser pour du négatif, notamment par rapport aux effets spéciaux, mais venons directement au logo du film. Voilà, là c'est mieux, on est directement dans le bain. Si vous avez aimé Thor Ragnarok, je vais vous sortir la phrase bateau que tout le monde a sorti, mais je vais vous la ressortir parce que pour moi c'est totalement logique. Mais si vous avez aimé Thor Ragnarok, vous allez supposément aimer Thor Love and Thunder. Mais dans le cas contraire, si vous n'avez pas aimé Thor Ragnarok, je pense qu'il n'y a aucune chance pour que vous aimiez le film. Alors, ce n'est que mon avis là-dessus. Peut-être que vous allez aimer, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous plaire, ou je ne sais pas, mais si vous n'avez pas aimé Ragnarok, il y a de très 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 faibles chances pour que vous aimiez Thor Love and Thunder. Moi, j'ai beaucoup apprécié, dans le sens où j'ai adoré Thor Ragnarok, qui est pour moi l'un des meilleurs films Marvel. Alors, peut-être que mon avis est un petit peu biaisé par rapport au fait que j'adore le réalisateur, donc Taika Waititi, qui avait déjà réalisé donc Thor Ragnarok, mais également Jojo Rabbit, ou encore le film sur les vampires, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, et qui va réaliser notamment dans... Je ne sais pas si ça sort l'année prochaine ou dans 2 ans, mais il est censé réaliser un film Star Wars. Bref, j'adore le style du réalisateur. Ça plaît ou ça ne plaît pas, moi ça me touche et ça me plaît. Et d'ailleurs, sachez que cette vidéo contiendra du spoil à un certain moment qu'on évoquera. Là, ne vous inquiétez pas, on est dans une partie sans spoil. Mais concernant, du coup, ce film-là, bah, je trouve qu'on... En fait, on sent que c'est du Taika Waititi, mais poussé un petit peu plus loin que ce qu'on avait eu par rapport à Thor Ragnarok. D'où le fait que si vous n'avez pas aimé Thor Ragnarok et le style Waititi, il n'y a quasiment aucune chance pour que vous aimiez ce film-là. Personnellement, comme je l'ai dit, j'ai adoré Ragnarok, donc... Mais j'avais quand même des a priori sur ce film. Parce que je m'étais dit, ok, le film, il a l'air cool, de ce que je vois dans les trailers et tout, c'est cool, mais
qu'est-ce qu'ils vont nous faire de Thor? Parce que il le rappelle aussi, Thor, Love and Thunder est le premier film solo d'un personnage qui est donc la suite d'une trilogie. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore eu de Captain America 4, ou de Spider-Man 4, ou de n'importe quel autre personnage qui aurait un quatrième film. Là, c'est la première fois. Alors tu vas me dire, oui, mais il y avait Avengers Endgame. Oui, mais Avengers Endgame, c'était les Avengers. Là, il est tout seul. Donc déjà, j'avais un a priori en me disant, bah, en réalité, Thor Ragnarok, Avengers Endgame, etc., ça marque la fin d'une ère pour Thor, donc qu'est-ce qu'on peut raconter un petit peu dans ce film-là? Et c'est vrai que, par rapport au scénario, en tout cas, je n'ai pas été déçu. Je trouve qu'il y a en fait, c'est assez paradoxal parce que je trouve que le film est assez décousu par rapport au scénario. Dans le sens où on est à un point A, on va aller au point B, mais on a trop de montagnes russes. Dans le sens où en fait on a trop d'éléments qui sont rajoutés au fur et à mesure. Là où j'aurais peut-être aimé que la plupart de ces éléments soient rajoutés dès le début du film pour qu'on les ait pas au fur et à mesure, mais tu sais qu'on les évoque dans une manière un petit peu plus smooth, entre guillemets. Là, c'est vraiment, on t'impose ça, on t'impose ça, on t'impose ça, maintenant c'est ça la fin. Ça, ça m'a un peu dérangé. Mais, à contrario, enfin, plutôt au contraire, dans un autre sens, ça m'a pas du tout dérangé parce que je trouve que il y avait les bonnes infos au bon moment. J'aurais peut-être aimé que ça arrive un petit peu plus tôt pour certaines choses, sans rentrer dans les détails, mais je trouve que le film est plutôt bien construit dans l'ensemble concernant le scénario, sachant que c'est Taika Waititi qui s'en est occupé en partie, et justement, il faut rappeler qu'il a reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté pour le film Jojo Rabbit. On n'aime pas, il a eu l'Oscar. Voilà, point final. Donc, concernant le scénario, je trouve que il est dans une continuité logique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, des fois, je me posais des questions, je m'étais dit, mais comment est-ce que ça, c'est possible? Boum, t'avais la réponse au moment où je me posais la question. Donc en réalité, je pense que ça aussi, ça a été travaillé, où ils se sont dit, ok, c'est bien beau de parler de ça, de ça, de ça, mais à un moment donné, les gens vont se poser des questions. Et les questions, on se les pose nous aussi, et il faut y répondre au moment où les gens vont se poser la question, ou même avant, pour qu'ils ne se posent pas, justement, cette question. Donc par rapport à ça, je trouve que c'est à la fois un peu déconstruit, un peu décousu, mais bien pensé dans un sens. C'est un petit peu contradictoire, mais c'est comme ça que je qualifierais, en tout cas le scénario de Thor Love and Thunder sans trop rentrer dans les détails. Donc ça c'est un bon point en réalité, mais il y a un point qui est selon moi mauvais, c'est, et on en revient à cette scène-là, ou plutôt ce sont les effets spéciaux. Il y a des moments où c'est très joli, et on en parlera notamment, mais là, c'est le meilleur plan pour illustrer ce que l'on peut voir de temps à autre dans le film. Il y a des moments où tu te dis, frérot, ce n'est pas beau. Vraiment, ce n'est pas beau. Ce n'est pas ce que je veux voir dans un film Thor. J'ai envie d'avoir, oui, des couleurs, oui, quelque chose de très pop, parce que c'est ce qu'on m'a vendu dans les trailers. Mais ce genre de plan, ce genre d'effets spéciaux un peu mal faits, où t'as vraiment l'impression qu'en fait c'est un Transformers, entre guillemets, bah j'aime pas. Moi j'ai pas forcément aimé ce genre de plan-là. De temps en temps, il y a même un moment... Alors, pour ceux qui auront vu le film, je pense que vous allez vous en rendre compte, ou en tout cas si vous ne l'avez pas vu encore, au moment où vous allez voir le truc, vous allez vous dire ah ouais c'était ça en fait le plan. Il y a un moment donné, t'es tranquillement, tu parles et tout, il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux, là boum, il y a un élément qui est laid comme un pou. Mais vraiment, je vous jure, il est nul. Enfin, il est nul, il est moche. Et tu te dis, mais d'accord, mais le film commençait très bien, mais là, tu sais, ça sort un peu, ça te sort du cadre. C'était tellement moche esthétiquement parlant que ça ne faisait même pas Marvel Studios. Alors on aime ou on n'aime pas les effets spéciaux. Alors évidemment, il y a du budget ou pas, en Moon Knight, etc. Ce n'est pas le sujet. Mais en fait, moi, ça m'a sorti du cadre. Je me suis dit, ok, c'était intéressant jusqu'à un certain point, là, en fait, je sais pas où est-ce qu'ils vont, tu vois. Et visuellement, c'était pas forcément très beau à chaque fois. Alors, à contrario, pour le coup, il y a des moments où justement c'était très très joli et j'en viens à ce genre de plan. Donc là, on est dans le Necros World, donc ce monde un petit peu noir et blanc. Ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant visuellement, ce côté en fait, avec de l'absence de couleurs, mais tout en ayant de temps en temps. Par exemple, lorsqu'ils utilisent leur pouvoir, on reste sur des yeux bleus, on reste sur de la lumière un petit peu foudre, etc. Ça reste intéressant. Mais non, il n'y a pas de mais, c'est que ça reste très intéressant. Je trouve que visuellement, il y a un apport. Alors on pourra dire ce qu'on voudra du style de Waititi, de oui, le film n'est pas travaillé, quoi que ce soit, c'est peut-être votre avis, mais en réalité, il y a une recherche esthétique derrière tout ça. Et je trouve que c'est intéressant, ça montre beaucoup de choses. Parce que en réalité, si on va très loin, alors peut-être que je vais partir trop dans une analyse cinématographique, mais en fait, quand on rentre dans ce monde-là, on est clairement dans un monde sans vie,
où il n'y a aucun espoir, là où justement l'espoir se trouve dans les petits artefacts qui sont accompagnés, ou plutôt qui accompagnent les personnages. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça montre qu'en fait, on a beau ne plus avoir d'espoir, il y a toujours un petit quelque chose qui fait que, en fait, il faut y croire. Et c'est un petit peu le message, entre guillemets, sous-jacent du film. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc, esthétiquement parlant, je trouve qu'il y a des moments qui sont très beaux. Et par ailleurs, il y a notamment un moment du film qui est assez intéressant, et ça m'a fait penser notamment à une scène qu'il y a dans Thor Ragnarok, où on est vraiment sur des moments très picturaux, entre guillemets. Ça fait penser de temps en temps à des tableaux. Alors, je n'aurais pas forcément les références picturales par rapport à tout cela, mais c'est vrai que, par exemple, dans Thor Ragnarok, au moment où tu as les Berserkers, donc ces sortes de zombies qu'a réveillé Hela, qui sont donc des zombies asgardiens, entre guillemets, qui s'entassent les uns sur les autres, et que tu as Thor qui arrive vers eux avec les éclairs et tout, au moment où il a l'Odin Force, ça, c'est stylé, tu vois, et c'est très beau visuellement. En tout cas, je trouve que ça fait vraiment très tableau. Et il y a un petit peu ce genre de scène dans ce film, et ça, c'est un bon point aussi, selon moi, esthétiquement parlant. Voilà, l'esthétique, on en a parlé. Le scénario, on en a parlé. La musique, maintenant, je vais revenir sur le logo parce que je ne peux pas matérialiser, entre guillemets, par une image la musique, puisque bah, il n'y a pas d'image dans une musique, mais t'as compris, quoi, c'est uniquement sonore. Alors, pour le coup, je ne suis pas forcément le client de ce genre de musique un peu pop-rock, qu'on a d'autant plus dans ce film-là. Là, c'est un aspect peut-être un peu trop James Gunn. Là où dans Ragnarok, on avait de la guitare électrique, etc., là, c'est un peu too much, je trouve, et c'est pas trop mon style, donc ça, pour le coup, c'est pas forcément ce que j'apprécie particulièrement. En revanche, l'OST, je crois que c'est Michael Giacchino qui s'en est occupé, là, j'aime beaucoup. Là, j'aime beaucoup parce qu'il y a de l'épique, il y a du violon, il y a du piano, il y a des moments très émouvants qui sont très bien accompagnés par le tempo et par justement la douceur de la musique qui les accompagne. Donc ça, pour le coup, l'OST, je trouve qu'elle est très très bien amenée. Alors pas les musiques connues, guitare électrique, tout ça, c'est pas trop mon style, mais tout ce qui est un petit peu triste, un petit peu épique, un petit peu émouvant, là je trouve que les musiques sont très bien choisies et rythment très très bien les plans qui les accompagnent, et ça c'est un très bon point pour moi, et ça a beaucoup joué, et je pense que ça jouera beaucoup aussi sur l'émotion des spectateurs face à certaines scènes qui sont pour le coup assez touchantes, sans trop rentrer dans les détails. Après, c'était nécessaire de parler de ce personnage avant de rentrer dans une partie un petit peu spoiler. Thor. Je pense que c'est nécessaire d'en parler parce que ce personnage, c'est un de mes personnages préférés du MCU, et ce depuis, en réalité, Thor Ragnarok. Je vais pas me cacher, je vais pas le cacher plutôt. Je trouve que Thor, il a vraiment pris une ampleur hyper importante dans Ragnarok. Là où Thor 1, Thor 2, Avengers 1, Avengers 2, il était là, mais c'était plus un personnage puissant, mais qui ne faisait pas forcément totalement partie de l'intrigue. Alors tu me diras, oui, alors je parle évidemment que pour les films Avengers, hein, pas pour ses propres films solo, mais tu me diras, oui, mais dans Avengers, le méchant c'est Loki, donc ça a un lien avec Thor. Je suis d'accord, mais là où par exemple dans du Avengers l'ère d'Ultron, bah Thor en fait il fait le nombre. Et ça m'a un peu dérangé. Là où, à partir de Ragnarok, il a pris une ampleur, mais indécente, il a pris une puissance, c'était incroyable, et c'est le Thor que je veux. Alors, on pourra toujours parler de l'évolution de Thor. Il faudra évidemment aussi parler de What If, qui n'a pas plu, pour la plupart en tout cas, par rapport à l'épisode partie Thor, où justement là ça partait dans tous les sens, et ça rendait en fait le personnage de Thor un peu ridicule et un peu débile sur les bords. Là, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est débile, mais il y a cet aspect de... Oui, il est intelligent, oui, c'est un combattant, oui, c'est quelqu'un qui a des stratégies, mais en réalité, il ne réfléchit pas beaucoup et il agit surtout trop par rapport à ses réflexions. Donc on est dans la continuité en fait de ce qu'on avait auparavant, mais un petit peu trop poussé, sachant que au fur et à mesure en fait des films, il est censé évoluer. Et là, je trouve qu'il n'évolue pas forcément dans le bon sens concernant ce point de vue-là. Mais après, concernant l'évolution du personnage par rapport à l'histoire même, au-delà même de la façon dont il se combat, etc., je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors oui, c'est rébarbatif, oui, on est un petit peu sur la même thématique de qui je suis réellement. Bon, ça c'est en apparence, en tout cas au tout début du film. Après, à partir d'un certain moment, hein, il y a une deuxième partie qui arrive, et justement où t'as une aura en plus, enfin quelque chose qui arrive, qui te fait comprendre que oui, en fait, ça va plus loin qu'uniquement Thor. Et ça, c'est cool. Ça, je trouve ça cool. Mais du coup, pour rester un petit peu pour le dernier point en partie non spoil,
Thor Love and Thunder a un autre défaut, c'est qu'il n'est qu'à une échelle microscopique. Dans le sens où je trouve qu'il n'y a pas assez d'enjeux dans le film. Il y a cette menace qui plane, et on va en parler aussi de gore, il y a cette menace qui plane, mais elle n'est pas omniprésente. Et bah tu sais quoi, on va parler, hop, à partir de maintenant, 15 minutes et 20 secondes, on va partir sur la partie spoil. Pour moi, le personnage de Gore n'est pas une menace suffisante. Alors, ça, sachez que je vais vous raconter un petit peu l'anecdote par rapport à tout cela. C'est que je rentrais du coup de la séance, sachant que je suis rentré en bus, ça durait très longtemps, donc j'ai eu le temps de préparer un petit peu la vidéo, tout ça. Et justement, je parlais avec Comics Gordon qui avait déjà vu le film et qui a déjà donc sorti sa critique. Et il m'a dit, ça t'a pas gêné que Gore, il ne tue qu'un seul dieu? Et en fait, j'ai réfléchi, et je me suis dit, mais bon, il en a tué d'autres, tu vois, mais en fait, il n'a tué qu'un seul dieu, en réalité. Enfin, il en a tué plusieurs, mais nous, en tant que spectateurs, on l'a vu tuer un seul dieu. Et le mec s'appelle le boucher des dieux. Et en réalité, j'avais même pas notifié que c'était un problème, jusqu'au moment où il me fasse comprendre que oui, c'était un problème, tu vois. C'est un boucher des dieux. Il est censé tuer des dieux. On ne voit que les dieux morts, on ne le voit pas affronter. Le film ne fait que, entre guillemets pour certains, 1h59, et pour le coup, peut-être que ça aurait été intéressant d'avoir quelques minutes en plus pour voir Gore tuer certains dieux. Alors tu me diras, oui, ça fait une économie d'effets spéciaux, je suis d'accord, mais c'est Gore, le boucher des dieux, le massacreur des dieux. C'est pas assez le début du film où il tue Rapu ou Radu avec l'épée. C'est pas assez. Parce que là, on te montre un Gore qui commence à être en pleine possession de ses pouvoirs, puisqu'il vient de les récupérer. Mais le moment où il devrait être totalement puissant, c'est vers le milieu fin du film. Et à ce moment-là, il tue personne, et c'est dommage, tu vois. Là où, justement, j'aurais préféré avoir un Gore qui soit une menace un petit peu plus conséquente. Là où, pour ce film-là, j'ai l'impression qu'on reste un petit peu dans du... comment on peut dire ça? Dans un petit secteur, tu vois. Ça a une échelle, évidemment, intergalactique, mais sans plus. On reste sur New Asgard, et on reste dans l'espace, mais sans vraiment savoir où on est. C'est un peu étrange. Limite, de temps en temps, j'ai eu l'impression de voir un huis clos. Parce qu'on a peu de personnages et on a peu de décors. Et pour le coup, Gore, c'est un bon personnage, mais j'attendais plus de sa part. Parce que c'est pas une menace qui est assez présente pour te dire, ok, en fait, il est imposant. Même si, en réalité, le jeu de Christian Bale, je n'ai rien à dire dessus. Il est excellent. L'acteur est très très bon. Je trouve qu'il a une sincérité et son histoire du coup qui est semblable à celle des comics. Là où je vous rappelle que dans les comics, il a perdu ses 2 parents, sa femme, tous ses enfants. Là, il ne perd qu'une fille, donc ça va entre guillemets, enfin par rapport aux comics. Et on n'est pas vraiment sur la même accession au pouvoir parce que on est sur du symbiote dans les comics et là on est sur plus une sorte de en fait, on sait même pas, tu sais, de liquide un peu noir. Et ça, pour le coup, j'aurais aimé qu'on comprenne un petit peu. Là où, par exemple, et là, on avait compris qu'elle descendait dans les sous-sols, qu'elle savait déjà ce qu'elle faisait, puisqu'elle était déjà venue sur Asgard, et qu'elle connaît un petit peu les maléfices, elle utilise des artefacts qu'on avait déjà vus chez Asgard, etc. Là, pour le coup, c'est lui qui utilise son pouvoir, et on sait pas vraiment comment il crée tout ça. Il plante son épée, boum, il crée des monstres, et c'est cool. Moi, je trouve que c'est pas suffisant. Personnellement, en y réfléchissant, le personnage de Gore est très bon, mais il y a des défauts. En fait, c'est ça le film. Le film, c'est ça, c'est Gore. Le film est très bon, mais il y a des défauts. Et je n'ai pas d'image du personnage, mais ça, c'est un énorme défaut, et je pense que je vais me mettre en grand. C'est Zeus. Alors Zeus, qui est joué donc par Russell Crowe, il a bien changé depuis Gladiator, là où tu le voyais combattre des gens à main nue. Là, il fait rien, frérot. Il ne fait rien. Alors oui, c'est un teasing possible pour un Thor 5, mais j'en attendais bien plus pour le personnage. J'attendais à ce qu'il se batte, etc. Et je trouve qu'il est rapidement mis à l'amende. Trop rapidement. Et ça me pose un peu un problème, sachant que je rappelle que dans cette vidéo, on n'évoquera absolument pas les scènes post-génériques, qui arriveront donc avec des vidéos dédiées. Une vidéo sur la première scène post-générique, une vidéo sur la deuxième scène post-générique. Donc c'est vrai que par rapport à Zeus, je suis un petit peu resté sur ma faim. Je me suis dit, c'est bien, Russell Crowe, c'est un bon acteur, mais où est-ce qu'ils vont avec ça?
où est-ce qu'ils vont, et il était peut-être un petit peu trop tourné au ridicule avec ses jeux, avec sa foudre, etc. Le fait qu'il ne prenne pas vraiment les menaces au sérieux, même s'il est conscient du mal qui existe. Et ça, c'est un petit peu un schéma que j'aime pas trop, tu vois, ce genre de personnage qui essaye de masquer un petit peu le problème. Parce que du coup, quand tu masques le problème, bah, y a plus de problème. Ce genre de personnage que j'aime pas forcément trop, parce que t'as l'impression qu'ils sont pas vraiment... Enfin, ils sont en dehors de la réalité, et ça me déplaît un petit peu. Mais en réalité, ça reste Russell Crowe, ça reste Zeus. J'attends d'en voir un petit peu plus pour la suite, si on le voit. À mon avis, ça devrait arriver vu la scène post-générique, mais on en parlera à ce moment-là. Alors là, pour le coup, mea culpa. Mea culpa, je l'ai dit dès le début, je ne veux pas de Nathalie Portman dans le film Thor Love and Thunder. Et je l'avais dit, je serai le premier à dire que je me suis trompé. Je me suis trompé. J'ai bien aimé, alors je ne dirais pas que c'est le gros personnage du film, mais j'ai bien aimé le personnage de Jane Foster. Je trouve elle apporte un truc en plus, là où justement peut-être que les fans de Thor ne se retrouveraient peut-être plus dans le Thor de Chris Hemsworth, là peut-être qu'ils peuvent se retrouver dans le Thor de Jane Foster, qui est peut-être un petit peu plus sur le début, etc., avec Mjolnir, etc., donc on est vraiment sur les codes connus de Thor. Personnellement, c'est un bon perso. C'est un bon perso, ce n'est pas le meilleur personnage du film, là où pour moi Thor reste le meilleur perso, même s'il y a des défauts, encore une fois. Et pour moi, Jane Foster est un bon perso. Jane Foster est un bon personnage, mais il y a trop de facilité scénaristique. Par exemple, le moment où elle récupère le marteau, quand elle est donc à New Asgard, il y a un contact qui s'effectue entre les deux persos, enfin, entre le personnage et l'artefact, donc c'est très bien. Mais après, on retrouve Mighty Thor, du coup, avec la pleine possession de ses pouvoirs, qui utilise Mjolnir, etc. Ça ne me choque pas, c'est pas ça qui me choque. C'est qu'elle sache se battre. De cette manière-là. Je suis désolé, mais je ne crois pas que posséder le pouvoir de Thor, c'est bien savoir se défendre. Je pense que Thor a une technique pour se défendre parce qu'il a appris à se défendre, mais le pouvoir du marteau ne, ne te donne pas la faculté de savoir te battre. Et je trouve que ça, c'est une facilité dans le sens où t'as un personnage qui est faible et qui ne sert pas à grand chose depuis le début du MCU, et là, elle arrive à te faire des trucs incroyables. Alors tu me diras, oui, mais c'est le pouvoir du marteau. Le pouvoir du marteau, c'est pas ça. D'accord. Par exemple, quand on a Captain America qui soulève Mjolnir dans Endgame, il a pas les mêmes techniques que Thor quand il se bat. Et pourtant, il la Mjolnir, tu vois. Il garde ses techniques à lui, puisque ça reste Captain America avec le pouvoir de Mjolnir, et donc le pouvoir de Thor. Là, je trouve que c'est un petit peu trop facile de se dire, ok, elle a le marteau, donc en fait, elle sait agir comme Thor. Là, ça me pose un problème, parce que Jane Foster, c'est pas Thor Odinson. C'est Mighty Thor, ça peut être Thor par rapport au pouvoir, mais pas par rapport à la faculté de bouger, de se défendre, etc. Là, ça m'a posé un petit problème par rapport à ça. Après, peut-être que je chipote, hein, mais ça me dérange un petit peu. Après, c'est en fonction des goûts de chacun. Mais donc, c'est un bon point, pour le coup, ce petit personnage de Jane Foster. Une autre chose qui m'avait bien plu au début, c'était les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, je m'étais dit, ça peut être intéressant, et c'est normal en fait de les avoir par rapport à la fin d'Endgame. Jusque-là, tout va bien. Mais, moi, il y a un gros problème que j'ai, c'est le traitement de Star-Lord. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En fait, je vous le dis clairement, je n'ai pas réussi à retrouver le Star-Lord. Alors tu me diras, on l'a peu vu. C'est fort probable que ce soit aussi lié à ça, mais je n'ai pas retrouvé le Star-Lord que j'ai découvert dans Les Gardiens de la Galaxie, que j'ai aimé apercevoir dans Avengers Endgame, ou que j'ai aimé redécouvrir dans Infinity War. Je ne l'ai pas retrouvé. Là, t'as l'impression qu'il vous tue, lui voue un culte à Thor. Genre quand Thor il commence à se mettre genre en costume et tout, voilà, t'as l'impression qu'il est genre, oh, mais il est incroyable, et ça décrédibilise trop le personnage de Star-Lord selon moi. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais aimé justement qu'il y ait un petit peu plus de discorde entre les deux. Alors tu me diras, oui, mais ils ont passé plus de temps, enfin beaucoup de temps ensemble, ils ont appris à se connaître et tout. Je suis d'accord là-dessus, mais j'aurais aimé qu'il y ait toujours de la discorde entre eux. Par rapport à tout ce qui s'est passé dans Infinity War et à la fin avec Endgame, j'aurais voulu qu'il y ait un petit peu plus que, ah ouais, putain, c'est le dieu du tonnerre. Ça me pose problème. Mais le fait d'avoir les gardiens, ça reste dans une continuité, ça me plaît parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les caméos. Et là, le fait est que c'est le cas.
Après, ils n'ont servi strictement à rien, c'est juste pour faire le lien entre Avengers Endgame et l'histoire de Thor dans Thor Love and Thunder, sachant que pour la petite anecdote, pourquoi est-ce que les gardiens sont dans ce film-là ? Tout simplement parce qu'en fait, de base, les Gardiens de la Galaxie Volume 3 devaient sortir bien avant 2023, puisqu'il sort en avril ou mai 2023, là, actuellement. Il devait sortir, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en 2020. Sauf que en 2017 ou en 2018, tu as James Gunn qui a été renvoyé du projet, puis après repris. Donc tout ça a fait que le projet a pris du temps, et ce qui a fait aussi que ce qui a été fait dans Thor Love and Thunder par rapport à eux, ça aurait dû être dans les Gardiens. Ce qui signifie que, logiquement, par rapport à tout ça, si les Gardiens devaient sortir bien en 2020, ça aurait montré que Thor aurait bien fait partie des Gardiens et qu'on aurait eu un film, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, avec Thor à l'intérieur, puisque ça serait sorti 1 an après, donc on n'aurait pas eu le temps d'avoir un Thor Love and Thunder où justement on a une histoire uniquement sur Thor. Alors ça veut dire que Thor aurait été avec les Gardiens un certain temps, comme c'est le cas là, et après il aurait fait sa vie solo. C'est le cas là, mais tu vois, c'est une version un petit peu plus réduite. Et c'est pour ça que du coup, t'as les Gardiens là pour faire en sorte que l'histoire dans Endgame avec les Gardiens soit légitime, en tout cas la fin du film soit légitime par rapport à ce film-là. Parce que tu peux pas avoir un film Thor sans les Gardiens, sachant que dans le film qui précède par rapport à l'histoire de Thor, tu le quittes avec les Gardiens. Donc c'était nécessaire de les avoir. Après, bon, il y a un autre perso qui ne m'a pas plu. Je suis désolé, là c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en réalité qui m'ont pas plu, mais dans la globalité j'ai passé un très bon moment. Parce que c'est vraiment good vibe et moi c'est quelque chose que j'apprécie fortement. Mais il y a un personnage que j'ai pas compris, c'est Valkyrie. Valkyrie, pour le coup, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, mais je comprends pas. En fait, j'ai pas compris dans le sens où, en fait, ils l'ont prise pour faire le nombre. Tu enlèves Valkyrie de ce film, ça ne change strictement rien du tout. Alors, il faut qu'il y ait Valkyrie parce qu'elle est le roi d'Asgard et qu'elle assure une continuité par rapport à ce que l'on a eu également dans Endgame, et par rapport à Ragnarok, etc., le fait que y avait une bonne ambiance, et du coup, ils ont repris les mêmes personnages, les mêmes acteurs, parce qu'il y avait une histoire qui était commune. Mais le fait est qu'elle ne sert à rien. Dans la bataille finale, elle n'est pas là parce qu'elle est blessée. Pendant tout le film, elle est là pour protéger son peuple, mais en réalité, c'est un aspect qui est un peu moyen, je trouve. Enfin, il est légitime, hein, mais concernant le personnage de Valkyrie, j'en attendais beaucoup plus, tu vois. On a le cheval, c'est très cool, on a l'évocation des Valkyries, tout ça, c'est très cool, mais en fait, c'est des petits éléments comme ça qui ne sont plus évoqués après, parce qu'en fait, on se dit, en fait, Valkyrie, là, elle est blessée, si elle n'est pas là pour le combat final, elle va survivre, mais on va la voir peut-être à un moment donné. Alors sachez que oui, attention, spoiler, je vous laisse encore quelques secondes pour partir, parce que je vais vous spoiler possiblement un film qui arrive l'année prochaine. Donc si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo de suite. Je vous laisse 5 secondes. Je vous laisse jusqu'à 28 minutes. Boum. Normalement, Valkyrie est dans le film The Marvels. Alors, attention, toute proportion gardée, entre guillemets, ce sont des rumeurs. Parce qu'en fait, il y avait une photo, il y avait quelqu'un qui avait pris une photo sur le tournage du film. Et en fait, au-dessus d'un tableau, t'avais la photo de plusieurs acteurs. T'avais la photo de Lashana Lynch, qui interprète Maria Rambeau, donc la mère de Monica. T'avais la photo de Monica Rambeau, donc Teyonah Parris. T'avais la photo de Brie Larson, donc Captain Marvel. Iman Vellani, Miss Marvel. Et t'avais la photo de Tessa Thompson, qui interprète Valkyrie. Donc, apparemment, Valkyrie pourrait être dans le film The Marvels. Donc, on sait qu'elle reviendra. En tout cas, on sait qu'elle pourrait revenir. Mais le fait est que dans ce film-là, en réalité, c'est même pas que dans ce film. Si on revient vraiment à la genèse du perso, je comprends pas son évolution. Je vais vous expliquer. Dans Thor Ragnarok, je trouve que c'est le meilleur film dans lequel elle est apparue. Elle est utile à l'intrigue, elle apporte quelque chose de nouveau, c'est un personnage qui justement avait un caractère, avait une force que j'avais pas forcément retrouvée dans beaucoup de personnages du MCU jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à 2017 et Thor Ragnarok, donc j'étais content de découvrir un personnage comme celui-ci. Mais Infinity War, elle n'y est pas. Ça me pose déjà un problème, parce que oui, on sait que Thanos a séparé les Asgardiens en deux, mais j'aurais voulu voir que Valkyrie soit avec les Asgardiens. Mais on ne l'a pas vu. Ce n'est pas grave. On est à Avengers Endgame, on va la voir à New Asgard. D'accord, ok, on est à New Asgard, mais j'aurais kiffé qu'elle fasse partie de l'équipe qui aide les Avengers à récupérer les pierres dans d'autres réalités. On n'est pas d'accord là-dessus. Ça aurait été tellement plus intéressant, tu vois, d'avoir un personnage comme Valkyrie qui puisse les aider. Et là, elle ne sert pas à grand chose. Et en plus de ça, son cheval, il sort de nulle part.
C'est un peu dommage, je trouve qu'il y a trop de facilité par rapport à ce perso, et là, bah, il y a une inutilité du perso qui est un petit peu dommageable. Moi, ça m'embête un petit peu. J'espère que par la suite, elle aura un petit peu plus d'intrigue. Alors, est-ce que... Enfin, moi, c'est un souhait que j'aimerais. Enfin, c'est un souhait que je voudrais pour le MCU. C'est d'avoir une série sur elle. Une série sur New Asgard. Est-ce que ça sera le cas? Je ne pense pas. Mais en vérité, ça sera assez intéressant parce que je veux plus de Tessa Thompson parce qu'elle est trop bien, tu vois. Elle est trop bien. Donc, j'en veux un petit peu plus. Ça fait beaucoup d'éléments négatifs du film, mais en réalité, comme je vous l'ai dit, il y a aussi beaucoup de choses qui sont positives. Le scénario, qui est un petit peu étrange, mais qui fonctionne bien. Le personnage de Thor, qui évolue bien, mais pas tant que ça. En fait, c'est ça. Si je devais qualifier Thor, Love and Thunder, c'est oui, mais. Oui, c'est bien, mais il y a ça qui est un petit peu dérangeant. Oui, c'est ça, mais il y a ça, tu vois. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, j'aurais voulu que ce soit du oui, juste du oui. Après, évidemment, comme je l'ai dit, la musique est très bien, il y a des pans qui sont très beaux, la réalisation est selon moi de temps en temps très bonne. Ah oui, c'est parce que du coup on parlait des effets spéciaux et je vous ai pas parlé du moment. Mais frérot, le moment où t'as le fils d'Heimdall, il a un fils, première nouvelle, mais le moment où t'as le fils d'Heimdall qui arrive, comme ça, avec sa tête en plein milieu d'une scène, c'est moche. C'est d'une laideur, frère. Je suis sorti du film. Quand j'ai vu ça, je fait... Ah ouais, d'accord. En fait, il parlait de quoi juste avant? Parce que là, c'est moche ce qui se passe là. C'est un peu dommage. Et c'est même pas que c'est un peu dommage, c'est que c'est totalement dommage. Ça m'a un peu sorti du film. Je pense que ça n'a pas sorti que moi du film. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Et honnêtement, si je devais donner une note à ce film, vous allez me dire que je suis très gentil parce que j'ai donné quand même un avis nuancé, mais plus du côté négatif. Mais en réalité, je donnerais la note de 16 sur 20. C'est un film qui a beaucoup de défauts, mais qui a énormément de qualités que j'apprécie et que j'ai retrouvé par rapport à ce que j'avais apprécié notamment dans Ragnarok et que je retrouve ici un poil plus élevé. Je comprends que certains ne vont pas du tout aimer le film, peut-être que certains vont adorer le film et que ce sera le film le plus le top 1 de leur film, c'est fort possible. Moi, ce n'est pas le cas. Disons que je me situe entre les deux, mais du côté beaucoup plus positif, dans le sens où le film est très bien, mais c'est comme ça que je le qualifierais. Peut-être, je dis bien peut-être que cette vidéo t'aura convaincu à l'aimer, à la partager, à la commenter ou à t'abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Sachez qu'il y aura d'autres vidéos concernant Thor, Love and Thunder, puisqu'il y a l'analyse de la première scène post-générique et l'analyse de la seconde scène post-générique. Et en plus de ça, juste avant, normalement, si j'ai bien fait mon planning, vous avez une vidéo concernant The Boys, puisqu'il y avait le dernier épisode qui est sorti. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore vu, puisque je tourne cette vidéo, il est actuellement 1h. Frérot, il est 1h50. T'as vu l'état de mes yeux? Frère, mes yeux, ils sont dans un rouge. C'est pire que ma casquette. Peut-être pas. Peut-être que j'abuse. Est-ce que je suis marseillais? C'est possible. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Si ce n'est pas le cas, j'en suis confus. Je vous ai donné du coup mon avis concernant ce film, mais sachez qu'il y a d'autres vidéastes qui ont fait des vidéos sur le sujet, et je pense notamment à Comics Guardian. Lien en description encore une fois. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.